commentaires, cahier 2. Nous avons situé la réflexion de Benjamin sur la traduction dans le cadre de la métaphysique du langage, énuméré certaines caractéristiques de sa pensée et examiné son rapport général à la traduction. Puis, nous avons abordé la tâche du traducteur à partir des paradoxes que recèle sa nature de prologue et son titre. Il était apparu que ce texte, préface d'une traduction de Baudelaire, ne se référait en rien à celle-ci, et qu'inversement cette traduction n'incarnait en rien les affirmations du prologue, que par conséquent un hiatus existait entre l'expérience de la traduction et le discours sur la traduction. Ce hiatus dépasse de loin Benjamin. Il pose la question: quel discours sur la traduction peut rendre justice simultanément à l'essence de celle-ci et à ses formes empiriques? Un second hiatus est apparu concernant le titre du texte et son rapport à celui-ci, car le titre du prologue annonce une réflexion sur le traducteur, et on n'en trouve pas trace dans la préface. Il n'y est question que de traduction. Pour nous, cela renvoie au fait que traditionnellement la théorie de la traduction fait abstraction du traducteur, ou plutôt celui-ci y apparaît comme le moment négatif, déformant du process de traduction, alors qu'il est clair que celui-ci ne peut pas exister comme tel sans le traducteur. Nous avons ensuite cherché à cerner le concept de tâche qui apparaît dans le titre en revenant au terme allemand Aufgabe. Nous avons montré que ce terme, qui se traduit bien par tâche, a reçu une définition spécifique dans le romantisme allemand, chez Novalis, et qu'il faut lire le titre de Benjamin dans cet horizon. Tâche renvoie ici à la résolution, Auflösung, de certaines dissonances. La tâche de la traduction est implicitement posée par le choix du terme Aufgabe, comme la résolution de certaines dissonances dans l'ordre de la langue ou du langage, non comme la transmission connotée éthiquement ou esthétiquement d'un texte d'une langue à l'autre, dans la mesure où les dissonances en question concernent l'essence du langage. Les tâches du traducteur est d'ordre métaphysique. Le titre même du prologue montre donc que Benjamin pense la traduction dans le cadre de sa réflexion spéculative sur le langage. Le commentaire portera aujourd'hui sur les 3 premiers paragraphes de la tâche du traducteur. Dès le début, nous y trouvons une série d'affirmations posant sur un mode catégorique la dimension dans laquelle le texte entend se mouvoir. La traduction est traduction des œuvres. L'essence de la traduction se déduit de celle des œuvres. L'essence des œuvres n'est pas communication. Le premier point correspond à une limitation implicite, car l'on pourrait faire observer que le champ de la traduction déborde celui des œuvres, qu'il existe des domaines de traduction également essentiels, comme la traduction juridique ou même, dans certains cas, scientifique. En d'autres termes, Benjamin ne réfléchit que sur la traduction littéraire. À la fin du texte, il est question des textes sacrés, si bien que sa réflexion porte, comme l'indiquera plus tard le fragment de Sens unique, sur la traduction des textes profanes, littéraires, et la traduction des textes sacrés. Cette distinction, en outre, n'est pas absolue, car pour Benjamin, certaines œuvres poétiques touchent à la sphère du sacré, Hölderlin, Stefan George. Les grands traducteurs cités dans le texte, Luther, Voss, Hölderlin, Schlegel, Stefan George, Borchardt, concernent les 2 domaines. Pour Benjamin, l'espace de la traduction, c'est cela. Mais la tâche du traducteur n'est pas non plus une réflexion sur la traduction en général. Une telle réflexion, qui aurait la structure d'une théorie de la traduction, est étrangère à Benjamin. Si la traduction est uniquement traduction des œuvres, on ne peut la saisir qu'à partir de leur essence. Comme l'œuvre est œuvre de langage, la réflexion sur la traduction est nécessairement une réflexion sur le langage. Sur le langage, en tout cas, tel que l'œuvre le révèle, le met en œuvre. Benjamin s'oppose ici radicalement à toutes les théories courantes du langage, de l'œuvre et de la traduction. Pour celle-ci, nous l'avons dit, langage, œuvre, traduction se définissent en termes de communication. Le langage est un instrument de communication. L'œuvre est une communication, un message, et la traduction, la transmission interlinguistique de cette communication. Ainsi, certains théoriciens font-ils de la traduction la communication d'une communication. La tâche du traducteur écarte d'emblée, hautainement, ce type de pensée. Elle pose d'emblée que l'œuvre n'a pas la structure d'un message. Dans une phrase tellement paradoxale à première vue que le traducteur français l'a oublié ou coupé, Benjamin dit « Aucun poème ne vaut pour le lecteur, aucun tableau pour le spectateur, aucune symphonie pour l'auditoire. Si poèmes, symphonies et tableaux ne valent pas pour le public,
Cela signifie que leur pourquoi, leur essence ne peut être déterminée à partir de la réception, qu'on ne peut les poser comme des messages. Tout message, pour le dire sommairement, contient trois moments. La transmission par quelqu'un, la transmission de quelque chose, la transmission à quelqu'un. Le quelque chose est lui-même structuré selon une forme et un contenu. Mais les trois moments du message ne sont pas égaux. Leur totalité est déterminée par le dernier moment, celui de la réception. Toute transmission présuppose un destinataire et structure le message conformément à ce qu'elle prévoit de celui-ci. Or, dans le domaine des œuvres, c'est à l'inverse l'exergue du Zarathustra de Nietzsche qui prévaut, un livre pour tous et pour personne. Une œuvre ne présuppose pas le destinataire. L'être en vue définit seulement les œuvres secondes ou épigonales. Plus encore, dans son accomplissement, une œuvre ne se soucie d'aucun destinataire. Elle n'est pas tournée vers nous. C'est même ce qui fait que nous nous tournons vers elle. Que l'œuvre ne puisse être pensée à partir de sa réception, cela situe la réflexion de Benjamin sur l'art et la traduction hors de l'esthétique. Si nous nous souvenons que l'esthétique est cette approche de l'art qui le saisit à partir de la sensibilité, de l'aïsthésis. Nous pouvons aujourd'hui relire le début de la tâche du traducteur en revenant à ces phrases écrites par Heidegger. Elle, la considération esthétique, pose l'œuvre d'art en tant qu'objet, destiné à un sujet, et pour la considérer prend pour règle la relation du sujet-objet, notamment la relation du sentir. L'œuvre devient objet sous sa face offerte à l'expérience de qui la contemple. Il ne s'agit pas de rapprocher arbitrairement les deux penseurs, mais de montrer plus clairement la dimension d'une réflexion sur l'œuvre qui refuse de partir de la réception. Il s'agit de penser l'œuvre en elle-même et non à partir de ses effets. Ce refus de la théorie de la réception est tout à fait essentiel pour une pensée de la traduction, car nulle part les théories ou les idéologies de la réception n'ont exercé autant de ravages que dans ce domaine. C'est au nom du destinataire que séculairement ont été pratiquées les déformations qui dénaturent plus encore le sens de la traduction que les œuvres elles-mêmes. En fait, traduction ethnocentrique et traduction hypertextuelle se fondent sur une idéologie de la réception. En fait, la traduction ethnocentrique axée sur le lecteur transforme l'œuvre en message. La critique des théories de la traduction fondée sur la réception est fondamentale pour une réflexion moderne sur la traduction. Dans le paragraphe 2, Benjamin écrit « Mais que dit une œuvre littéraire? Que communique-t-elle? Très peu à qui la comprend. Ce qu'elle a d'essentiel n'est pas communication, n'est pas énonciation. » Cette affirmation sur laquelle se fonde dans les lignes suivantes la condamnation de la traduction communicative n'est pas autrement développée. Il faut la relire à partir de la dernière phrase du premier paragraphe, selon laquelle l'œuvre n'est jamais destinée à. Cette phrase ne signifie pas que l'œuvre ne sera pas lue, écoutée ou contemplée. Elle énonce plutôt ce qui a lieu dans l'œuvre même et détermine son mode de réception. Dans une lettre adressée à une musicienne, Benvenuta, Rilke écrit « Quand la musique parle, ce n'est pas à nous qu'elle parle. Le chef-d'œuvre accompli de l'art n'a affaire à nous que là où il nous survit. Le poème entre dans le langage par l'intérieur d'un côté toujours détourné de nous. Il le remplit, il le comble merveilleusement, montant vers lui jusqu'à l'extrême bord. Mais plus jamais il ne se tourne vers nous. Les couleurs s'abattent sur le tableau, mais elles le brouillent comme la pluie le paysage. Et ce que le sculpteur peut montrer à sa pierre, c'est surtout combien, plus splendidement, elle se renferme elle-même. On conviendra que le parallélisme avec la pensée de Benjamin est assez frappant, en profondeur du moins. Dans le poème, le langage s'accomplit purement en lui-même, mais à une condition, ne plus rien transmettre, ne plus rien communiquer, à la limite, ne plus rien signifier. Il est d'autant plus accompli qu'il se contente de reposer en lui-même. Et c'est ce langage-là, ce langage détourné de nous et de ses usages utilitaires, que rencontre le traducteur. La question se pose de savoir si une telle détermination de l'œuvre est valable pour toute œuvre ou si elle n'appartient pas plutôt à une certaine constellation historique qui s'étend, disons, du romantisme allemand à Mallarmé, Rilke, George et Benjamin lui-même. Constellation insinuant l'œuvre comme une totalité auto-référentielle, hermétique, monologique, dont le mot total, dit Mallarmé, est étranger à la langue. Entendons à la langue naturelle
Cette question est importante pour la théorie de la littérature et de la poésie. Elle l'est tout autant pour une théorie de la traduction, car si le langage et l'œuvre est devenu monologique et incommunicatif, voire insignifiant, que peut, que doit espérer faire le traducteur si son opération ne peut plus consister, sous peine d'absurdité, à transmettre un sens désormais inessentiel? En quoi consistera-t-elle? Laissons cette question ouverte. Nous la reprendrons plus tard à propos d'une traduction de Baudelaire par George et de Supervielle par Celan. L'analyse de ces deux traductions nous montrera ce que peut être une traduction confrontée à l'essence monologique du poème, et montrera peut-être que la traduction met à jour le dialogisme immanent au poème, plus profond que son moderne monologisme. Au début du paragraphe 2, et pour ouvrir sa critique de la communication, Benjamin pose une question à la fois essentielle et insolite, à laquelle il ne répond pas. Plus exactement, il énonce sous une forme interrogative la proposition de base de toute théorie courante de la traduction. Une traduction est faite pour les lecteurs qui ne comprennent pas l'original. Benjamin met en question, littéralement et au figuré, cette phrase. Gandillac traduit. Une traduction est-elle faite pour les lecteurs qui ne comprennent pas l'original? Mais Benjamin ne dit pas est-elle faite. Il emploie le verbe gelten, valoir, comme dans la dernière phrase du premier paragraphe sur le poème, le tableau et la symphonie. Et nous retrouverons ce verbe plus loin. Il y a là l'un de ces termes de base qui constitue le tissu lexical du texte en dessous de son tissu conceptuel. La traduction doit tenir compte de ces termes de base et traduire partout gelten, autant que faire se peut, par un verbe équivalent. La retraduction serait donc une traduction vautelle pour les lecteurs qui ne comprennent pas l'original. La critique de la première traduction ne porte pas sur le sens, car traduire gelten, ici par faire, n'introduit aucun faux ou contresens, mais sur le respect de la trame linguistique du texte. Traduire une prose, c'est avant tout reproduire cette trame, qui fait sa consistance, sa systématicité, sa logicité et bien sûr son unicité. Dans le commentaire, dire vaut-elle au lieu de est-elle faite ne changerait guère le sens non plus. Mais en pointant la fréquence du verbe gelten dans la tâche du traducteur, nous sommes à l'écoute de son langage. Le verbe verstehen, comprendre, qui se trouve dans la même phrase, est également l'un des termes de base du texte. Benjamin l'applique aux langues étrangères et quelques lignes plus bas à la poésie. Or, la compréhension d'une langue étrangère est-elle identique à celle d'une poésie? En tout cas, le même verbe est employé par Benjamin, de manière assez lâche. Nous verrons cela encore pour le terme Ausdruck, l'expression. À ce tissu de base du texte, peu défini s'oppose un réseau conceptuel plus rigoureux qui lui est, pour ainsi dire, enchâssé. La traduction se doit de respecter le mode d'insertion de ce réseau dans le tissu du texte. Nous le verrons tout à l'heure à propos du concept de traduisibilité. Nous revenons à la question de Benjamin, au fait qu'il énonce sous forme de question une proposition qui, pour toute théorie de la traduction, est l'évidence même. Où son point de départ? Cette question est lourde de sens, parce qu'avec la réponse qu'on lui donne, se décide à la fois la finalité et l'essence de l'acte de traduire, ainsi que ses formes et son comment. Traditionnellement, la cause est entendue. Une traduction est destinée à ceux qui ne comprennent pas la langue de l'original. Sinon, pourquoi diable traduirait-on? La traduction serait alors avant tout un acte de communication. Supposons un instant cette absurdité, que nous comprenions toutes les langues. Dans un tel cas, nous pourrions lire les originaux. Et comment nier que ceux-ci parlent plus pleinement dans leur langue? Cependant, en affirmant cela, nous oublions un certain nombre de choses. D'abord que les grandes langues, les koinai, sont toujours des langues de traduction. Traduites et traduisantes, elles ont dès leur origine été entretissées de traduction. Comment dès lors postuler un pur rapport de l'œuvre à sa langue, posé comme une réalité non mélangée, si cette langue est constituée déjà pour une bonne part par des traductions? Ensuite, et c'est plus essentiel, existe dans toute œuvre selon des modes variables. Le postulat de sa traduction, je veux dire par là qu'il appartient à toute œuvre de ne pas parler que dans sa langue. Certaines du reste s'y refusent.